Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille ce soir pour la 4e édition de la soirée des pitchs avec l'association LOBA et le lycée Jean Jaurès de Montreuil. C'est une édition un peu particulière parce que du fait de la situation sanitaire actuelle, on ne peut pas le faire en réel, en physique comme on dit. Donc on va être obligé de le faire en distanciel, en numérique. Mais je ne doute pas que ce sera une super édition comme les éditions précédentes au moins. C'est la 4e édition, je vous l'ai dit. Et cette 4e édition, elle est née d'une conviction. Ce projet est né d'une conviction. La conviction qu'on a que la jeunesse, c'est un grand levier de transformation de la société. On est dans une société qui fait face à un certain nombre de maux et on a la conviction, on a la certitude que cette jeunesse, si on lui laisse l'opportunité de s'exprimer, et de s'exprimer à partir de sa singularité, à partir de son engagement, de ses convictions, de son indignation aussi, on a la conviction que c'est ce qui va nous permettre de bouger les lignes, de transformer réellement cette société. Donc encore une fois, vous allez écouter des pitchs, c'est-à-dire des idées de la part de jeunes élèves de seconde du lycée Jean Jaurès de Montreuil qui ont énormément de choses à vous dire. Je tiens à les remercier et je tiens à leur exprimer encore une fois toute la fierté que nous pouvons avoir au sein de l'association LOBA, toute la fierté et finalement l'admiration qu'on a parce qu'il faut du courage, il faut beaucoup de courage pour venir et exposer ses convictions et avoir cette volonté, cet engagement de faire bouger les lignes. Donc encore félicitations à vous. Vous n'êtes pas encore passé, mais je suis sûr que ça va être terrible. Donc je vous félicite et je vous dis merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour le travail que vous avez mené jusque-là avec conviction, avec bienveillance, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humilité. Et je pense qu'on en a tous besoin, donc c'est une leçon que vous nous donnez à tous. Et je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas parler beaucoup plus et je vais juste vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Et on commence tout de suite avec le groupe de Bénédicte, Linda et Farah, ainsi que Djenaba, qui vont vous parler des féminicides commis. C'est quoi le féminicide? Depuis janvier 2021, 24 féminicides ont été recensés, dont 2 du 14 au 17 février. C'est quoi le féminicide? Moi, Alexandra, j'ai été tuée de coups de couteau au thorax par mon mari. Moi, Maria Macalo, j'ai été tuée de 23 coups de couteau par mon mari, puis défenestrée. Moi, Karina, enceinte, j'ai été tuée par mon mari, puis jetée dans un fleuve. Mon corps n'a été identifié qu'après 12 jours. Moi, Camilla, j'ai été tuée et brûlée par le même homme que Karina. Il a bénéficié dans nos lieux. C'est quoi le féminicide? En 2019, 80% des plaintes sont classées sans suite. Seuls 18% des morts courants aboutissent en une enquête. Dans 65% des cas où les violences existaient avant le meurtre, la police avait été informée. C'est pourquoi nous voulons alerter, communiquer et sensibiliser contre les féminicides en vous évoquant un cas illustré dans une vidéo informative avec quelques-uns de nos dessins ainsi que des images et des vidéos. Nous allons vous parler de Maria Macalo, jeune femme victime de féminicide à Montreuil. Nous souhaitons évoquer particulièrement ce sujet et ce témoignage, car ce féminicide s'est produit dans la ville de Montreuil, notre ville. Nous nous interrogerons également sur le fait que l'on a été seulement au courant cette année, ce qui montre une propagande médiatique limitée. Nous nous interrogeons également sur les mains courantes. Le fait qu'il n'y ait pas de mesures prises malgré le refus de poser plainte de la victime au commissariat et l'absence du mot féminicide dans la législation française, malgré l'accumulation de ces meurtres de femmes.
Notre message premier est de faire comprendre que l'âge n'est pas un facteur contraignant à la propagation d'un message. C'est ce que l'on a pu voir avec le mouvement des colleuses ou encore à la Maison des femmes à Montreuil. Ce qu'il faut briser, c'est le silence. 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 Merci à elle. Maintenant, on va accueillir Ouzefa, Wassim et Saïd qui vont vous parler du sexisme dans le sport. Je vais vous proposer un petit jeu. De tête, êtes-vous capable de me citer 5 sportifs? De tête, êtes-vous capable de me citer 5 sportives? Pourquoi n'en êtes-vous pas capable? Savez-vous si les sportifs gagnent autant que les sportifs? Ce sont les questions que nous avons posées dans le cadre de notre projet de micro-trottoir. Nous sommes partis questionner des hommes et des femmes sur la discrimination et les inégalités que subissent les femmes dans le contexte sportif. Nous avons recueilli des témoignages comme celui d'une jeune femme qui nous a confié qu'en danse classique, on demande aux femmes de céder au harcèlement sexuel des responsables pour accéder à un niveau supérieur et progresser dans le milieu. Nous avons aussi remarqué que les athlètes féminines, qu'elles soient de niveau amateur ou haut niveau, subissent des violences sexuelles et morales, des inégalités salariales, médiatiques, mais aussi des stéréotypes de genre, qui rendent à l'accès à des sports traditionnellement considérés comme masculins difficiles pour elles. Nous avons réalisé ce projet car il existe de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport qui sont négligées et ignorées. Tout comme le fait que les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes ou du point de vue des médias dans lequel elles ne sont pas aussi importantes que les hommes, mais aussi l'impression que la société met les femmes dans des cases prédéfinies. La plupart des femmes dans le sport ont subi un harcèlement ou une agression sexuelle. Pour vous donner un exemple, dans une étude récente en Turquie, sur 352 athlètes féminines de haut niveau, 52,2% d'entre elles ont eu à subir un harcèlement ou une agression sexuelle. Ces 50% de ces agissements surviennent à l'occasion de matchs ou d'entraînements. Certaines athlètes ont même connu des humiliations de la part de responsables d'entraînement. 19% ont subi des avances sexuelles, 28,2% ont fait l'objet de commentaires suggestifs et 4,1% ont reçu des appels téléphoniques obscènes. À l'écran, la représentation des genres est de 83% d'hommes et de 17% de femmes dans les programmes sportifs. 40% des femmes ont déjà subi une injustice en raison de leur sexe et 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes. L'affaire Mediapro a rappelé qu'une énorme partie des revenus du sport vient des droits TV. Moins sport est médiatique, moins il est facile de le vendre. On va moins attirer les sponsors, les spectateurs et spectatrices. Au final, on a très peu de sports dits féminins professionnalisés, quelques équipes de football, d'handball et de rugby. On est surtout dans un statut semi-professionnel. Pour vous donner un exemple, Neymar touche 36 millions d'euros par an, or que le salaire annuel d'une footballeuse en France est d'environ 30 000 euros. En somme, nous voulons donc montrer, grâce à notre sujet sur les femmes dans le sport, que derrière cet aspect de collectivité et d'adelphité, il y a des femmes qui subissent différentes formes de violence et d'inégalité, que le micro-trottoir nous permet de soulever, comme le manque de visibilité dont une de ses conséquences est l'accentuation des violences sexuelles qui sont systématiquement commises impunément. Notre objectif est d'informer et de changer la position des femmes dans le sport et dans l'imaginaire des gens. Merci à eux. Et maintenant, on accueille Nassim, Houssine, Issa, Paul et Ilyes autour des violences faites aux femmes ouïghours. Gulbar Aytiwaji vit depuis 10 ans en France. Elle est ce qu'on appelle une Ouïghour, un peuple turcophone à majorité musulmane.
En 2016, elle reçoit un appel de l'un de ses anciens patrons, la convoquant à revenir en Chine signer quelques papiers. Quelques jours après son arrivée à Karamey dans le Xinjiang, elle se fera très vite arrêter par les autorités. En 2017, elle disparaît sans laisser de traces. Elle va ensuite passer 5 mois dans les cellules de la police de Karamey, entre interrogatoire et cruauté arbitraire. Elle sera ensuite emmenée dans des camps dits de rééducation, où 11 heures par jour, elle vivra un véritable lavage de cerveau. On l'oblige à chanter des chants patriotiques communistes, des histoires chinoises et slogans à l'infini. Contre son gré et comme toutes ses co-détenues, elle se fera injecter des piqûres qui s'avèrent être des moyens de stérilisation. Mais en 2019, elle s'en sortira grâce à un coup de pression mené par le Quai d'Orsay, sollicité par sa fille. Dans la région du Xinjiang, la population ouïghour subit un véritable génocide. Les autorités chinoises enferment les Ouïghours dans des camps dits de rééducation qui consistent à leur laver le cerveau et à tout faire oublier de leur culture. Dans ces camps, les Ouïghours se font torturer, aussi bien physiquement que moralement. Et les femmes, en plus de toutes ces tortures, se font violer très fréquemment et se font stériliser contre leur gré. Nous faisons ce projet pour dire une chose qui se passe en Chine, plus précisément dans les camps de rééducation. Les viols, le travail forcé, l'obligation d'apprendre la culture chinoise, sinon vous pouvez être torturé, voire même tué. Nous faisons ce projet pour toucher un maximum de personnes et essayer de vous faire réagir. Le but de ce projet est d'amener les gens à la conscience, de leur montrer ce qui se passe en Chine et de les pousser à agir pour sauver leurs semblables. Tous ces gens victimes de viols, d'emprisonnement illégal et de torture doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens qui ressentent leur souffrance et leur douleur et qui se battent pour les sauver. En conclusion, bougez-vous, ou plutôt bougeons-nous. Il s'agit là d'un sujet extrêmement important dont on vous parle aujourd'hui. Essayez de vous mettre à leur place et d'imaginer à quel point ce qu'on leur fait faire au quotidien est insupportable, ignoble et à quel point ils en ont marre. Tant que ces personnes continueront de subir ces atrocités, ce massacre ne sera pas sur le point de s'arrêter. Alors, pour essayer d'arrêter ce génocide un maximum, parlez-en au plus de monde possible. Parlez-en à votre entourage afin de leur faire comprendre ces atrocités qu'ils subissent au quotidien. Sur ce, on espère que notre discours a pu vous faire comprendre à quel point il s'agit là d'un sujet extrêmement important et on vous remercie. Et maintenant, c'est un groupe qui a pour ambition de refaire une version ado du jeu de société Moi c'est Madame qui va arriver. Il s'agit de André, Juba et Ginola qui vont vous le présenter. Trouvez-vous cela normal qu'une fille de 15, 16, 17 ans ou plus soit obligée d'apprendre la self-défense pour marcher dans la rue et ne pas subir des violences physiques? Comme une ado de 17 ans qui n'arrive pas à se sentir en sécurité dans les lieux publics et qui ne fait que regarder derrière elle de peur d'être suivie, agressée, attaquée, violée ou même tuée. Ou tout comme cette fille de 12 ans qui subit les insultes et les remarques sexistes quotidiennes de son père, qui l'insulte de bouffonne, de bonne à rien ou encore de pétasse. Ou Victoria, 15 ans, ayant subi un attouchement dans un bus par un homme de plus de 40 ans. On est ici, dans cette salle, pour vous présenter notre futur jeu de société. Ce jeu est une nouvelle version de Moi c'est Madame, mais pour les jeunes. Moi c'est Madame est un jeu de cartes créé par Elsa Misquet et Axel Gay qui dénoncent les violences faites aux femmes et ce qu'elles subissent au quotidien. Notre réel but en créant cette nouvelle version est de permettre aux hommes de se mettre à la place des filles en y jouant, de donner des répliques aux jeunes filles
qui subissent au quotidien des propos sexistes ou des remarques déplacées. Mais surtout, le plus important, on veut faire en sorte que la majorité des hommes prennent conscience que toutes les femmes, quel que soit leur âge, elles ont déjà subi des violences physiques et non pas une seule poignée de femmes. Nous allons créer une version différente du jeu Moi c'est Madame, qui sera une version spécialement conçue pour les ados. Le véritable jeu est plus centré sur les adultes et ce qu'elles et ils peuvent subir au quotidien. Cette nouvelle version permettra de révéler tout ce que les jeunes femmes peuvent subir tout au long de leur jeunesse. Nous voulons avant tout prouver que les remarques et les violences sexistes peuvent toucher tous les âges. Les adolescentes expérimentent aussi la culpabilisation et donc la honte d'être une femme. Elles expérimentent le harcèlement, les violences, les agressions et même les viols. Tout ça à cause de certains hommes qui sont faibles d'esprit. Tout ça à cause de certains hommes qui ne sont pas capables de contrôler leurs pulsions. Tout ça à cause de certains hommes qui se croient supérieurs ou tout-puissants face aux femmes. Dans la nouvelle version du jeu Moi c'est Madame, il y aura des nouvelles ripostes et attaques faites spécialement pour les jeunes adolescents. Les ripostes qu'il y aura dans le jeu permettront aux jeunes adolescentes de les utiliser dans la vraie vie face à des agressions verbales contre elles. Nous avons aussi ajouté des questions QCM sur la culture générale liée aux femmes dans le sport et dans le rap. Mais nous avons aussi ajouté des questions qui visent à informer les joueurs et les joueuses des agressions sexistes et sexuelles en France. Par exemple, combien de femmes ont subi un viol en 2016 ? La réponse est 93 000. 22 900 viols ont été commis en France, un chiffre en hausse de 19% par rapport à l'année 2018. Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Pour résumer, on a fait une version du jeu pour les jeunes, ayant pour but d'aider les jeunes femmes et de dénoncer les violences qu'elles subissent. En jouant à ce jeu, nous voulons faire comprendre à tous que toutes les adolescentes sont victimes de sexisme. Dans cette version, il y aura de nouvelles attaques et ripostes spécialement conçues par des témoignages que nous avons récoltés auprès de jeunes femmes. Nous avons aussi ajouté des cartes QCM sur plusieurs domaines, mais plus précisément sur les femmes, avec aussi des questions visant à informer les joueuses et joueurs sur les violences sexistes et sexuelles en France. À travers ce jeu, nous voulons faire comprendre à tous que les violences sexistes peuvent toucher tous les âges et qu'on ne doit pas rester les bras croisés pour y remédier. En effet, notre véritable but est de faire en sorte que la majorité des hommes prennent conscience que toutes les femmes, quel que soit leur âge, ont déjà subi du sexisme au moins une fois de leur vie. Il serait grand temps de changer les mentalités. Il serait grand temps que les femmes soient respectées. Il serait grand temps de changer cette société. Merci. Merci à eux. Et maintenant, on accueille Clara, Oscar, Temi et May qui vont vous parler des violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Oscar et nous allons vous présenter notre projet que nous avons fait avec l'aide de l'OBA. Donc ce projet vise à sensibiliser et à informer les gens des viols de guerre et des violences qui se passent en République démocratique du Congo. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'imagine que tout le monde dans cette salle a un smartphone, un téléphone. Et j'imagine aussi que vous ne savez pas d'où proviennent les matériaux. Donc, avant de commencer, je vais vous raconter une histoire.
Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans. Une jeune fille qui pourrait être votre sœur, votre nièce ou votre cousine. Bref, cette jeune fille de 12 ans, imaginez que c'est une jeune fille que vous connaissez. Un jour, elle décide de quitter son village. Elle quitte son village pour se promener, aller chercher de l'eau ou même s'amuser. Malheureusement, elle tombera sur 5 soldats congolais. Ces 5 soldats congolais la violeront tour à tour. Les atrocités qu'ils commettront ne pourront pas être qualifiées comme un viol banal. Ce but des soldats congolais est de détruire psychologiquement et physiquement cette jeune fille. Ils inséreront tout type d'objets tranchants, que ce soit des machettes, des canons, dans son vagin pour la détruire et la blesser au plus profondément. Cette jeune fille, c'est le cas d'une seule fille. Une seule fille parmi des centaines de milliers, voire des millions. Ces atrocités se passent en République démocratique du Congo, dans la région du Kivu. Ces soldats font cela, et ces milices font cela pour faire fuir les populations. Vous me demanderez pourquoi? Eh bien, pour récolter et pour exploiter les ressources minières qui se trouvent en dessous des villages des Congolais et des Congolaises. Un génocide en RDC, principalement au nord du Kivu, dure maintenant depuis 20 ans. Et comme arme de guerre, c'est le viol qui est utilisé. Environ 1152 par jour. Ils exploitent les ressources minières présentes en RDC, notamment le coltan, qui est un minerai indispensable pour nos téléphones et pour certaines industries numériques ou encore entreprises. Toutes ces informations sont malheureusement peu connues au grand public. C'est pourquoi nous agissons aujourd'hui via une émission. Le but de notre projet est d'appeler à informer et sensibiliser le plus de personnes sur la situation actuelle en République démocratique du Congo, car il se passe un génocide et il faut en parler. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide, c'est-à-dire d'en parler à votre entourage, vos amis, votre famille, le plus de personnes possible. Et on vous invite à vous informer davantage grâce à notre émission qui sortira fin mai. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'elle. Elle n'est qu'une humaine parmi tant d'autres. Elle a une famille plutôt heureuse où ils s'entendent bien, de bons amis aussi. Mais elle a peur. Peur de quoi? Des insectes, du noir? Non, pas de ces futilités. Elle est terrifiée par les humains. Ces grands corps menaçants, armés ou bien inoffensifs, oui, elle en a très peur. Elle se fait discrète, s'invisibilise aux yeux de ces grandes silhouettes afin de ne pas subir ce que les autres, elles, ont subi. Elle se tait pour ne pas allumer de flamme. Qu'est-ce qu'elle deviendrait si elle venait à se faire consumer par ce feu soi-disant incontrôlable? Une de ses amies s'était brûlée. Sa cicatrice fut prise pour une fausse et ceux qui l'avaient cru ne voulaient pas d'une grande brûlée dans leur entourage. Quand on joue avec le feu, il ne faut pas s'étonner quand on se brûle, disait-il. Mais son amie n'avait joué avec rien. En temps de guerre dans son pays, elle était juste allée chercher de l'eau et est tombée sur un soudain feu de forêt. Malgré tous les efforts d'elle, qu'on lui a inculqués depuis son plus jeune âge, en tant qu'elle, et j'insiste bien sur le elle a brûlé. Le monde s'effondre autour d'elle. Son esprit s'efforce d'oublier en se souvenant. Cette lame traversant sa chair d'une violence atrocement calme. Incompréhension de la situation, muette, son visage inexpressif. Bah, va porter plainte si tu veux, qu'on lui disait telle une vulgaire proposition. Mais elle ne voulait pas, ne pouvait pas plutôt. Est-ce qu'on ne la croirait pas du fait qu'elle ne soit pas en larmes à cause de ses origines ou bien à cause du fait de sa tenue? Elle était seule, prise pour une baratineuse ou une allumeuse, comme les autres elles avant elle.
Mais qui est elle, cette personne que tout le monde connaît sans connaître? Elle, c'est ton amie, ta cousine, ta sœur, ta mère, ta tante, même une camarade ou ton ennemi. Elles ont surtout besoin d'être écoutées pour être entendues. Et voici quelques mots de leur professeure principale, Élise Gragnou. Bonjour, je suis Élise Gragnou, la professeure de français qui a la chance d'enseigner aux élèves que nous entendons aujourd'hui. Ils font partie de la 4e génération à avoir travaillé au sein du projet Recréation avec l'association LOBA. Et je dois dire que c'est toujours un émerveillement pour moi de voir ces adolescents non seulement apprendre, mais grandir à travers un tel projet. Alors les adolescents que nous écoutons aujourd'hui sont à peine en seconde et ils nous montrent une image de ce qu'est vraiment leur jeunesse, au-delà de tous les clichés que nous pouvons avoir sur leur génération ou que nous pouvons surtout entendre sur leur génération, qui les assimileraient à la vacuité d'une vie vécue à travers les écrans, à la superficialité, à l'individualisme, voire à la violence ou encore à la perte de valeurs repères. Ici, nous avons une toute autre image de la jeunesse et je crois que c'est la plus réaliste. Et depuis cette rentrée, malgré tous les obstacles rencontrés en cette année scolaire qui est fortement impactée par la pandémie, je suis d'ailleurs moi-même en isolement, eh bien ces élèves ont malgré tout travaillé et montré des trésors d'intelligence, d'humanité, de capacité à s'engager pour autrui, à comprendre les problèmes complexes et les réalités difficiles que nous leur exposions. Et je dois dire que ce projet Recréation, c'est vraiment l'outil idéal pour développer tous ces talents. Je suis fière de voir le résultat de leur travail aujourd'hui dans leur pitch, mais j'ai surtout hâte, et je pense que vous aussi, j'ai hâte de voir l'aboutissement de ces projets en fin d'année. Et pour finir, je dirais que c'est certes gratifiant pour nous adultes de guider ces jeunes vers l'engagement, mais surtout, lorsque nous les écoutons parler, en fait, nous-mêmes, nous pouvons prendre exemple parce que s'ils parlent ainsi, s'ils s'engagent ainsi, s'ils ont compris à leur âge leur capacité à changer le monde, eh bien, nous, adultes, nous ne pouvons pas rester ni passifs, ni individualistes. Et si ces jeunes-là représentent le monde de demain, eh bien, je crois que nous avons toutes les raisons d'être très optimistes. C'est sur ces quelques mots que nous terminons la soirée Pitch ton projet. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent dans sa réalisation. Encore bravo à toutes et à tous. On espère que vous êtes fiers de vous.